L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans le monde des puissants. Un monde peuplé de grands banquiers, de ministres, d'agents secrets, de marchands d'armes, d'intermédiaires douteux, de juges opiniâtres et de journalistes trop curieux. C'est une histoire qui met à nu les mécanismes secrets inhérents à l'exercice du pouvoir. C'est une histoire rare. Le monde des puissants ne nous donne à voir que ce qu'il veut bien montrer. Les coulisses du pouvoir nous sont interdites. Nous n'y sommes jamais invités. Sauf quand un dérèglement du système, une fissure, déchire la forteresse des secrets de la République. C'est là que je vais vous conduire. Dans une nébuleuse dont vous n'avez vu que les flammes, l'avant-scène. Un tribunal transformé en arène. Vous écoutez l'affaire Clearstream, première partie. Le 21 septembre 2009 aurait dû être un jour ordinaire. Mais il s'ouvre sur un Barnum qui fait trembler les milieux politiques, monter l'adrénaline des chroniqueurs judiciaires et qui, partout, alimente rumeurs et discussions de comptoir. Loin de cette agitation judiciaire, une jeune journaliste, Vanessa Ratignier, a passé des mois à explorer tout ce qui concerne notre histoire. Un travail laborieux. 80 000 pièces d'instruction à examiner, des dizaines d'interviews à lancer, 20 ans d'histoire à reconstituer. Je vous appelle car je fais une enquête sur l'affaire Clearstream. J'ai lu votre livre, j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse en parler ensemble. Après des mois, son travail croise celui d'un homme qui a passé sa vie à enquêter sur les coulisses du pouvoir. Pierre Péan a 30 livres enquête derrière lui. Des livres qu'il a écrits dans sa cabane, loin de l'effervescence parisienne. Son réseau d'informateurs et son expérience vont permettre à la journaliste de cheminer dans ce labyrinthe. C'est vrai que sur ces listings, on a les plus grands industriels, on a des hommes politiques de tous bords, on a des grandes personnalités, des avocats, des hommes des médias, on a des hommes du renseignement, on a des personnalités internationales, des mafieux russes, ou du moins des supposés, enfin. Je crois que s'il n'y avait pas eu d'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, je crois que l'affaire n'aurait pas du tout pris cette ampleur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'une affaire devient une affaire d'État. Tous les jours, il y a des dysfonctionnements dans l'appareil d'État, et certains dysfonctionnements attirent les journalistes, attirent la classe politique, et ça fait les unes et les unes et les unes. C'est quand même une alchimie tout à fait mystérieuse. Finalement, quand on rentre dans ces listings et qu'on s'intéresse aux différents noms qui sont cités, ça nous permet vraiment de pénétrer dans tous les lieux de pouvoir. Absolument. C'est souvent comme ça avec les grands procès. Ils servent à dire le droit, pas toujours à établir la vérité. Là, rien sur la société Clearstream, la finance et les paradis fiscaux, rien sur les contrats d'armement, l'argent noir, les commissions et les rétrocommissions, rien sur les zones grises d'un système au cœur duquel ces hommes se sont entretués. Juste cette odeur de haine, entre individus d'un même monde. Pourtant, cette affaire est passionnante. Reprenons toute l'histoire au début. Sept ans avant le procès, un matin d'octobre 2002, un inconnu sort de prison. Cette affaire Clearstream, elle démarre pour moi le 7 octobre 2002. C'est une date importante pour moi pour deux raisons. D'abord, j'ai 35 ans ce jour-là. Et puis surtout, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé, où j'étais en détention provisoire dans un dossier qui n'est toujours pas jugé, donc ça fait 11 ans maintenant. Je sors, je n'ai pas de sous, je suis seul. Ma femme vient me chercher à la sortie de la maison d'arrêt. On est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002. À cette époque, personne ne connaît encore le nom d'Imad Laoud. Issu d'une famille de militaires chrétiens libanais, Imad Laoud se réfugie en France à 14 ans pour échapper à la guerre civile qui ravage son pays. Accueilli dans les beaux quartiers parisiens, Imad Laoud fréquente les meilleurs établissements. C'est un élève doué. Il obtient 2 DEA, l'un en physique des solides, l'autre en probabilité et processus aléatoires. Ce cursus lui vaut une embauche à la banque Merrill Lynch,
À Londres, la City affectionne les mathématiciens de l'Hexagone. Le premier Imad Laoud se dévoile dans le documentaire d'Éric Rochant, Traders. Ils sont ainsi les traders. Ils jouent des millions, mais ils jouent, avant tout. Dans cette histoire, il nous faut garder à l'esprit que le plaisir du jeu est une caractéristique profondément ancrée dans la personnalité d'Imad Laoud. Après 4 années à Londres, Laoud a de l'argent, roule en Ferrari. Il rentre à Paris rejoindre sa femme. Anne-Gabrielle Heilbronner est énarque, inspectrice générale des finances. C'est une fille de bonne famille. Son père, François Heilbronner, est l'un des hommes influents de la finance française. Ancien chef de cabinet du jeune ministre de l'Agriculture Jacques Chirac en 1972, il sera en 1975 puis en 1986 son directeur de cabinet adjoint à Matignon. En remerciement pour ses bons et loyaux services au clan chiracien, François Heilbronner prendra la présidence du géant des assurances, le groupe GAN. En 1996, Imad Laoud, bientôt père de famille, quitte la City pour rentrer à Paris et retrouver les Heilbronner. Je viens de rentrer de Londres. C'était un rêve d'enfant, donc j'ai travaillé dur à Londres et puis ensuite je l'ai vendue. Vous voyez, elle est encore immatriculée anglaise là. Et je l'ai revendue parce que c'était insupportable. Avec un enfant, on peut rien faire et puis ça coûte tellement cher à entretenir que ça fait partie du mythe, ça fait partie de la vie londonienne. Bon, c'était des années où on gagnait bien notre vie. Au sein de sa belle famille, l'ancien trader prend de l'ampleur, change de costume et devient le deuxième Imad Laoud. En 1997, il embarque son beau-père dans la création d'un fonds spéculatif à très haut risque, le fonds Voltaire. 40 millions d'euros hébergés dans un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques, et géré par HL Gestion. H comme Heilbronner, L comme Laoud. Le beau-père assure la présidence, Laoud la gestion. La stature du haut fonctionnaire rassure les investisseurs. GAN, Fortis, comme les AGF, y injectent des millions. À partir du moment où il va monter effectivement un fonds, il ne va avoir aucune difficulté. Pierre Péon, journaliste. Parce qu'il est patronné, parce que sur son front, c'est pas Laoud qu'on voit, c'est Heilbronner et Chirac. L'ancien directeur de cabinet de Chirac à Matignon, l'ancien président du GAN, une personnalité respectée dans le milieu. On voit Chirac. On voit donc le plus haut. Bah oui, on voit le plus haut du pouvoir. On fait confiance. En fait, on lui fait confiance. Mais à l'été 2000, après 3 ans d'existence, le fonds Voltaire accuse des dizaines de millions de pertes. Pendant la crise du Nasdaq, en fait, qui démarre à peu près en février 2000, le fonds fait faillite, puisque c'était un fonds à effet de levier. Et là, pour le coup, donc, le fonds est fermé et il ne se passe pas grand-chose jusqu'en juin 2002. Donc il y a un magistrat qui s'appelle Isabelle Prévost-Després qui m'interroge au pôle financier, me met en examen et me jette en prison. Donc en juin 2002, vous vous retrouvez en prison parce que le fonds d'investissement que vous avez monté... Voilà, a fait faillite et on m'a accusé d'avoir abusé en fait les investisseurs parce que je ne leur ai pas dit que les investissements étaient risqués, etc. Il y avait 5 investisseurs, c'était tous des grands professionnels. Il y en a un qui a disparu depuis, c'est Fortis. Bon, il a disparu parce qu'il a fait de mauvais investissements ailleurs. Moi, il a perdu 3 millions d'euros chez moi, mais il a dû perdre plusieurs milliards en faisant des bêtises sur ce qui a provoqué la crise. Oui, sur les subprimes, absolument. Bref. J'ai rencontré des grands pipoteurs, des grands enfumeurs. Pierre Péon, journaliste. Mais je crois qu'à ce niveau-là, le journaliste est complètement désarmé face à un mec comme ça. Et il faut faire extraordinairement attention, puisque par définition, il comprend toujours ce que toi tu cherches. Et donc, il va vite comprendre comment te clouer au sol là, en te balançant des choses qui sont crédibles dans ton propre univers.
Laoud justifie la faillite par la crise du Nasdaq, une version contredite par le dossier d'instruction. Les différents réquisitoires évoquent des faux et des usages de faux, du recel, des abus de confiance aggravés, une escroquerie en bande organisée. François Heilbronner et Imad Laoud sont mis en examen. Le beau-père échappe à la prison, Imad, lui, est placé en détention provisoire à la Santé. 108 jours durant lesquels Imad enfilera son 3e costume, celui du repris de justice. En octobre 2011, l'affaire n'est toujours pas jugée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a 43 millions de dollars qui s'envolent. 42 millions de dollars qui s'envolent. Théoriquement, quelqu'un qui n'est pas patronné comme ça, sa vie est cuite complètement. Et il n'est plus question de rebondir, en tout cas pas avant longtemps et pas dans le même pays. Eh bien lui, il fait quelques semaines de prison. Sa femme l'a pas lâché, son milieu l'a pas lâché. Il peut revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'un type comme ça, il n'était pas dans cette famille, s'il n'avait pas ces patronages, c'est un mec cuit. Mec cuit. Eh ben non, c'est pas un mec cuit. L'image, le Heilbronner Chirac est plus fort que escroc. Avec la mise en examen dans le dossier Voltaire, Imad Laoud a carbonisé son beau-père. François Heilbronner est alors à la retraite. Imad Laoud, lui, a encore un avenir à construire et des rêves de puissance. Il va maintenant utiliser son frère aîné Marwan, qui est l'enfant prodige de la famille. Un polytechnicien qui n'avait que 23 ans quand il a rejoint le cercle très fermé de l'armement. Le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la Santé. Et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marwan, qui à l'époque était adjoint de Jean-Louis Gergorin, lui-même vice-président exécutif de ADS. Donc j'appelle Marwan en lui disant « Voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Donc on est lundi, c'était le lundi 7 octobre 2002, et je le vois le mardi, le lendemain, il m'invite à déjeuner chez EADS, donc à la Popote, au 7e étage, entre guillemets la cantine de la direction. Le 7e étage de ADS est un lieu ultra privé où déjeunent les grands patrons. Ceux d'Airbus, Eurocopter, Daimler, Lagardère. C'est là que se réunissent les stratèges, les décideurs et les actionnaires du 2e groupe mondial de défense et d'aéronautique, la plus prestigieuse vitrine industrielle de l'Europe, qui pèse alors 30 milliards d'euros par an. Parmi les dirigeants de ADS, Marwan Laoud, le grand frère providentiel d'Imad, celui qui va lui permettre de rencontrer l'autre personnage principal de notre histoire, Jean-Louis Gergorin. L'homme qui est le principal accusé de l'affaire avait jusque-là tout réussi. Considéré comme un brillant esprit, stratège du groupe ADS, Jean-Louis Gergorin est, depuis l'âge de 27 ans, au plus haut sommet du pouvoir, familier des grands hommes politiques, des chefs des services secrets et des journalistes les plus en vue. Tiens, j'ai des choses pour toi. J'avais suivi l'affaire Clearstream en ne comprenant rien. Pierre Péon, journaliste. Par contre, la seule chose dont j'étais à peu près sûr, c'est que Gergorin, le rôle qu'on lui attribuait n'était pas le bon. J'avais l'image, moi, de quelqu'un qui était vraiment très service public, genre de moine soldat, avec le drapeau, avec tout ça, et ce qu'on lui faisait jouer, puis avec une grande morale, une éthique républicaine, et donc le rôle qu'on lui attribuait dans le procès m'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait à faire, lui, à faire tomber Sarko, ou faire tomber je sais pas qui, donc ça collait pas. Et donc, j'ai cherché à partir de ce moment-là à le rencontrer, mais sans savoir où j'allais. Au début, je l'ai écouté plusieurs heures sans savoir. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois d'Imad Laoud ? La première fois que j'ai entendu parler d'un frère de Marwan, ça se place peu après le 11 septembre 2001. Jean-Louis Gergorin.
ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. On parle du 11 septembre, qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement important pour nous, à la fois en tant que citoyens, mais aussi en tant que responsable de ADS, parce que ça avait des conséquences dramatiques sur le trafic aérien, sur la société. Il me dit, tu sais que j'ai un frère qui est financier, et selon lui, il y a eu des délits d'initiés qui ont précédé le 11 septembre. Bon. Ça m'a frappé, je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais quand même 10 000 autres soucis en tête. Il ne m'en parle plus de ce frère, dont il n'a même pas dit son prénom. Et juin 2002, Marwan, qui est donc mon principal adjoint, que je vois tous les jours, il arrive complètement défait dans mon bureau, mais complètement défait. Et il me dit, mon frère est en prison. Je lui dis, attends, ton frère qui et tout ça. Et il me raconte, il ne me dit pas que son frère est malhonnête, ni qu'il est honnête. Mais le sentiment, c'est que son frère, il donne le sentiment que son frère est un type très brillant, un petit peu imprudent. Il est avant tout dévasté. Et donc j'essaie de le conforter. Puis début octobre, je vois Marwan dans la matinée. Il me dit une très bonne nouvelle, mon frère a été libéré hier. Et il me dit, il vient déjeuner tout à l'heure. Ce serait pas mal si tu pouvais passer éventuellement. Il souhaite se réhabiliter, il semble qu'il sait des choses sur les financements d'Al-Qaïda. Je me suis souvenu après coup, pas sur le moment de l'histoire du délit d'initié, j'avais demandé à Marwan qui me dit oui, c'était bien à lui que je faisais allusion. Pour moi, c'est un geste d'amitié normal, qu'il me demande de passer et de faire la connaissance de son frère, je vais le faire. On a d'excellentes relations avec Marwan. Marwan était à l'époque responsable des fusions-acquisitions chez EADS. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Travaillait dans le département stratégie et coordination que dirigeait Jean-Louis Gergorin. Et donc c'était un adjoint de Jean-Louis Gergorin depuis 4 ou 5 ans. 24 heures après sa sortie de prison, Imad Laoud est donc introduit auprès de Jean-Louis Gergorin, l'un des hommes les plus influents de l'industrie de la défense et de l'aéronautique européenne. Je les trouve tous les deux, ils me présentent Imad. Alors Imad, je trouve un garçon évidemment qui paraît quand même fatigué, ça on sent qu'il venait pas de passer 3 mois dans la Riviera, hein. Mais vif, extraordinairement sympathique, un peu timide. Avant que de l'interroger sur ses affaires d'Al-Qaïda ou de finance, de ce qui pouvait aider sur le financement islamique, je lui dis expliquez-moi votre affaire. Son histoire était très convaincante, qu'il n'avait évidemment pas piqué un sou, mais qu'en revanche il avait été imprudent en mettant tous ses œufs dans le même panier, qui était le panier des valeurs Internet. D'où le fait que les investisseurs avaient tout perdu. Puis, en gros, c'était une explication qui tournait autour de cela. Mais ce n'est pas tellement le détail technique de son explication, en plus je n'étais pas compétent, mais c'est le personnage, je l'ai trouvé touchant et convaincant. Il m'a tout de suite dit « Passez-moi votre CV, je vais vous aider ». Voilà. À l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'avait fait Jean-Louis Gergorin dans sa vie, je ne savais pas ce que c'était que le CAP, je ne savais pas qu'il connaissait Dominique de Villepin, qu'il connaissait Philippe Rondeau, que c'était quelqu'un qui est sorti totalement esquinté de la guerre froide, enfin, etc., etc. Jean-Louis Gergorin est ce qu'on appelle un grand commis de l'État, l'un de ceux qui conseillent présidents et ministres. Énarque, major de Polytechnique, l'homme est fiable, parfaitement efficace, totalement dévoué. En 1973, il participe à la création d'une structure de prospective au sein du ministère des Affaires étrangères, réunissant l'élite des diplomates, des universitaires, mais aussi des services spéciaux. On l'appelle le CAP, Centre d'analyse et de prévision. Son objectif ? Étudier les grands enjeux géopolitiques mondiaux pour mieux anticiper les positions de la France. Les présidents changent, et Jean-Louis Gergorin prend la tête du CAP. Sous Pompidou, Giscard puis Mitterrand, il renforce ses pouvoirs et son influence. Au fil des ans, il s'entoure d'une élite en devenir, dont 2 hommes qui sont eux aussi au cœur de notre histoire. Un jeune énarque, Dominique de Villepin, un officier du renseignement, Philippe Rondeau. Ils ont 30 ans, ils sortent à peine de l'école. Vanessa Ratignier,
journaliste. Et puis, c'est un moment qui est très C'est- important dans une carrière. Les liens que tu c'est tisses très- à ce moment-là sont c'est fondamentaux. un truc très révolutionnaire qui a été fait par rapport à la diplomatie classique. Ces petits jeunes de 30 ans sont plus connus que des vieux barbeaux de diplomates qui ont 50 ans. Il y a une tradition au Quai d'Orsay, c'est de se méfier toujours des services secrets. Les ambassadeurs classiques faisaient semblant de ne pas lire les dépêches parce que un diplomate ne s'abaisse pas à ce niveau-là, alors que des types comme Jean-Louis Gergorin vont utiliser toutes les possibilités, vont nouer des liens avec les services secrets. Donc le CAP est quelque chose de totalement original dans l'appareil d'État français. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production. Adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.